je suis Marie-Christine Pinel, sexologue et autrice, amie du Salon. Le Salon du livre de Rimouski, édition 2020, m'a confié le merveilleux mandat de mener un entretien avec Madame Josée Blanchette, chroniqueuse passionnée, récipiendaire des prix Jules Fournier en 99 et Judith Jasmin en 2014. Au quotidien Le Devoir depuis plus de 30 ans. On vous entend à la radio, on vous voit à la télé. Vous avez publié de nombreux ouvrages, des essais, des recueils de chroniques, des guides gourmands. Vos principaux terrains de jeu sont l'amour, la philosophie, la société. On se souvient aussi de votre courrier du cœur, cher Joe Blow. C'est avec bonheur qu'on va découvrir aujourd'hui votre premier roman intitulé Mon jeune amant français, paru aux éditions du Ruide en septembre dernier. Ce livre, c'est principalement l'histoire d'une rencontre inattendue entre Jeanne, qui est une femme de la mi-cinquantaine, qui se remet péniblement d'un divorce particulièrement difficile, et un jeune homme fort séduisant, début trentaine. Et donc, Jeanne va chercher dans cette histoire, entre autres, là, à s'affranchir de la blessure de trahison, puis à se retrouver, à retrouver sa flamme. Et donc, ce premier roman constitue une fiction. J'aimerais que vous puissiez, Madame Blanchette, nous décrire un peu le personnage principal, sa quête. Qui est cette Jeanne, au juste? Jeanne, c'est une romancière. Comme vous l'avez dit, elle survit à un divorce inattendu. C'est très soudain dans sa vie. Et je pense que en plein naufrage, puis elle fait cette rencontre-là. Elle est dans un naufrage parce que, oui, d'une part, c'est inattendu. Plus, elle s'est fait larguer pour une très jeune femme. Bon, ça, on est dans le cliché absolu. Euh, c'est quand même une blessure pour elle aussi. C'est une blessure d'estime d'elle-même. Bon, elle remet tout en question. Et elle voit bien autour d'elle aussi ses amis qui se font larguer pour des plus jeunes. Elle n'est pas toute seule dans ce cas-là. Donc, jusque-là, c'est assez convenu. Ce qui l'est moins, c'est qu'elle fait la rencontre très peu de temps après cette séparation de ce jeune homme romain, un jeune Français, qui n'est pas encore son amant, mais qui va très vite le devenir. Et je trouvais en fait, l'histoire, malgré le titre, c'est vraiment la renaissance de Jeanne. Et c'est ça le fil conducteur. C'est cette femme qui renaît, pas en partie grâce à l'amant, mais pas que. Et elle choisit toutes sortes de voies, y compris des voies spirituelles, la danse, les psychotropes, le polyamour. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui... elle se permet ce qu'elle s'est interdit parce qu'elle était mariée à un médecin ennuyeux et assez conventionnel au final. Et elle se permet d'être elle-même et d'essayer plein de choses. Ouais. Et c'est avec ces milléniaux-là qu'elle le fait. Je D'ailleurs, résume. d'ailleurs, Oui. à plusieurs reprises, on a des indices qui pourraient nous laisser croire qu'il s'agit d'une autofiction. Est-ce que ça peut être le cas? On cherche toujours ça hein, dans les romans, savoir quelles sont les parties de vraie vie, de pas vraie vie. Si on lit mes chroniques, on dit ah oui, elle a fait de l'ayahuasca, donc ça doit être vrai ce roman-là. Tu sais? Bon, c'est sûr que moi, j'ai pris des éléments de femmes qui m'entourent. Il y a des trucs de ma vie, il y a des trucs qui sont pas de ma vie du tout. Il y a de tout là-dedans, mais c'est ça le plaisir de faire un roman, c'est de romancer justement. Oui, on sent que Alors, vous vous êtes amusée. je me suis bien Oui. amusée. Et, euh, et je dois dire que j'ai fait aussi mes classes parce que j'ai fréquenté des milléniaux. Tu sais, hier soir, j'étais en Zoom avec des milléniaux. Ce soir, je reçois un de mes amis qui vient d'avoir 35 ans. Bon, euh, on se reçoit à distance, là, mais bref, c'est ça. Tu sais, il y a comme... c'est sûr qu'il y a une expérience de terrain de ma part. Tu sais, oui, je danse le swing. Ben, je le dansais avant la COVID, en tout cas. Donc, oui, c'est des éléments qui... Puis les femmes autour de moi, les femmes de 50 ans, dans la cinquantaine, mes amies que je voyais aller depuis des années après des ruptures parfois très douloureuses, comment elles se remettaient, mais avec panache, superbe.
des belles femmes comme vous, Marie-Christine, c'est pas vrai qu'on reste dans le garde-robe après une rupture puis qu'on s'en remettra jamais. C'est pas vrai. C'est peut-être vrai dans certains cas. Oui, j'en connais des femmes qui, 25 ans, 30 ans après leur rupture, en parlent encore. Mais Jeanne, c'est pas son cas. Elle a comme décidé, puis le destin a décidé un peu pour elle, mais je pense qu'il y avait une décision au fond d'elle, une très forte pulsion de vie qui l'amène à ne pas jouer la victime. Enfin, je ne veux pas juger parce que parfois on ne la joue pas, on l'est, point final, mais elle est, disons qu'elle est très résiliente. Et ça en fait un personnage très porteur. Je vois bien que les femmes s'identifient, et les hommes, dans certains cas, s'identifient beaucoup à Jeanne parce qu'elle a une force de vie qui est, ben, disons, contagieuse, puis assez inspirante. Oui, puis d'ailleurs, vous qualifiez l'œuvre de roman féministe. Et puis moi, j'étais curieuse de vous entendre. À qui vous vous adressez avec ce bouquin? Je ne le qualifie pas d'œuvre féministe, je veux dire, à ce point-là. C'est-à-dire que oui, on pourrait voir ça d'un œil féministe, mais pour moi, c'est pas un essai féministe là, avec la pancarte, pas du tout. Mais oui, on peut le lire de plusieurs façons, ce livre-là. Hein? C'est une belle histoire d'amour, hein? C'est une belle histoire de renaissance. C'est, oui, un coup de gueule sur l'obsolescence programmée des femmes dans notre société. De ce point de vue-là, ça pourrait être vu comme un roman féministe, mais c'est pas que ça. Et je ne veux pas m'arrêter qu'à ça parce que, puis c'est pas vengeur envers les hommes. Je pense que c'est simplement une façon de dire que ben, c'est bon pour papa, c'est bon pour maman. Ouais. Puis ça, je le dis bien dans le livre. Enfin, Jeanne le dit bien, puis une de ses amies, Lou, qui a 80 quelques, Oui. dit ça exactement. Ouais. Ouais. Puis ce que j'ai aimé aussi, c'est de voir évoluer son discours. Au départ, elle est très blessée, donc le regard est dur, c'est radical sur ces hommes qui quittent, là. Mais Ouais. au fur et à mesure qu'elle développe son histoire avec Romain, ben, il y a une nuance qui s'installe. Elle s'approprie son expérience, puis il y a quelque chose qui s'adoucit. Puis d'ailleurs, dans le récit, il y a des points de bascule importants. Il y a des prises de conscience importantes. Est-ce que vous avez envie de nous en parler un peu de ces prises de conscience qu'elle fait, qui font Ah ben, partie de sa guérison? je ne sais pas de quel point de bascule vous parlez exactement. Ben, entre autres, moi, je le voyais quand le regard sur sa relation avec son ex-mari, la signification qu'elle peut attribuer à cette rupture-là, ce que ça peut représenter pour elle. Il y a une ouverture à un moment donné quand elle fait l'expérience, là, justement, avec les plantes, où il y a un moment Ah où... oui, ben là, c'est parce qu'il y a eu des psychotropes. Oui, ça l'a complètement ouverte parce que c'est sûr que c'est assez rapide son évolution. Hein? Quand je parlais tantôt, il y a des femmes après 30 ans qui ne sont pas toujours remises. Ça me prenait un déclencheur là-dedans, puis je ne pense pas que juste la psychothérapie serait fait. Alors là, c'était vraiment violent dans le sens, elle va faire l'expérience de l'ayahuasca. Chose que j'ai faite. Ça, tu ne peux pas en parler si tu ne l'as pas fait, c'est clair. Donc, elle fait l'expérience de ça et ça chamboule quand même. Oui, ça ouvre son cœur. C'est une expérience de gratitude, l'ayahuasca. Je ne recommande pas ça, là. C'est pas, c'est pas, on ne va pas prendre ça en fin de semaine nécessairement, surtout pas en ce moment. Mais elle a fait l'expérience et c'était pré-COVID, tout ça. Hein? Et donc, oui, ça ouvre son cœur, ça ouvre. Elle a une discussion avec son avocate qui l'a suivie. C'est hautement romanesque, tout ça. Son avocate de divorce la suit, puis va faire l'ayahuasca avec elle. Elles ont une discussion au coin du feu, justement, parce que son avocate essaie de lui dire, ben, il devait avoir 2, 3 qualités, ce gars-là, tu sais. Mais c'est sûr que dans la foulée du divorce, les qualités prennent le bord. Et aussi, dans la foulée d'un divorce, souvent, ben, tu vois le côté ombrageux ou le côté que tu n'avais jamais vu de la personne avec qui tu as été. Donc, dans le cas de Jeanne, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle a vu. Bon, tu sais, c'est pas le sujet de toute façon. Le sujet, c'est pas le divorce. Le divorce, c'est un déclencheur. Ce qui est le sujet, c'est sa renaissance.
Oui. Et sa renaissance à tout point de vue, c'est même pas, ça n'a pas de rapport avec le divorce tant que ça, c'est qu'elle redevient comme la jeune femme qu'elle a toujours été, mais que en fait, elle s'est éteinte en amour, comme beaucoup de gens, pas juste les femmes, les hommes aussi. J'en connais des gars qui s'éteignent en amour. Et ça, c'est central dans le livre. Cette prise de conscience de je ne veux plus me perdre en amour. Ouais. Et c'est là qu'on évolue avec elle. Ça, c'est un point de bascule aussi qui est intéressant, puisque vous appelez ça des points de bascule. Je trouve ça intéressant. Oui, Oui. tout à fait. Mais elle réalise qu'elle s'est perdue, elle s'est sacrifiée pour l'amour. On le fait comme amoureuse, on le fait comme mère parfois. On le fait parfois aussi d'un point de vue professionnel. Je veux dire, quand on pense à nos infirmières ou à nos préposés aux bénéficiaires en ce moment qui se sacrifient pour la société, ça aussi, c'est des sacrifices. Mais on le fait, les femmes, on a tendance à le faire. Moi, dans mon expérience, on le fait plus que les gars. Les gars ont beaucoup plus de facilité à dire moi, ma limite, c'est ça. Ou moi, mon besoin, c'est ça. Leur besoin va passer avant soit la société, soit. Pas tout le monde, bien sûr, mais je trouve qu'en général, les gars s'en sortent mieux pour respecter leurs besoins ou pour se dire, ben basta, moi, je change de vie. Ou bon, Il y a- c'est il y a- intéressant, ça, de oui, voir les il y a dynamiques. encore un équilibre à trouver, hein, puis ça Ouais. m'amène à, comme société, Mais on a, oui, ben, moi, c'est moi qui vais poser une question, mais je suis quand même journaliste. Mais j'aimerais avoir le point de vue de la sociologue sur les scènes érotiques dans ce livre. la sexologue, en fait, Oui, sur les la scènes sexologue. érotiques, Oui, c'est j'ai ça. pas dit la Et je voulais sexologue. en parler, Oui, justement. bon, OK. Mon point de vue, je peux te dire d'abord que j'ai trouvé qu'elles étaient très bien écrites. Ah oui, merci. Oui, OK. parce que c'est pas facile. Non, Hein? mais c'est parce que j'ai eu des commentaires différents, puis là, je suis intéressée par la sexologue. Ouais. Et j'ai Ouais. vu, puis on peut en parler maintenant d'ailleurs. Ouais. J'ai vu que les rapports de domination occupaient beaucoup de place, de manière très, très douce ou de manière plus forte, mais le rapport de domination était très, très présent. Puis c'est une réalité, c'est très présent aussi dans la sexualité, puis peut-être de plus en plus. Mais Puis, dans quel sens les rapports de domination? comment? Dans quel sens les rapports de Ah, domination? ben, juste dans le sens de exercer un pouvoir sur l'autre. Que ce Et soit elle en exerce sur Romain ou lui sur elle? C'est intéressant, hein? Oui, Moi, je voyais les deux. les deux, Je ouais. voyais les deux, Ouais. mais où on se passe le pouvoir, dans le fond. Il y a un moment donné où on peut tenir l'autre au bout de son désir, puis jusqu'à ce que ça devienne très, très, très inconfortable, même à un moment Ouais. donné. Mais c'est aussi dans la qualité de présence aussi. Qu'est-ce qu'on, tu sais, on protège un peu aussi, hein? Il y a des enjeux affectifs qui sont là, on les sent bien chez Romain. Qui veut être là, puis qui se nourrit, mais qui en même temps veut se protéger, donc qui n'est pas toujours disponible, peut-être pas autant qu'il le souhaiterait même lui-même. Mais en tout cas, il y avait beaucoup, beaucoup de cette dynamique-là des jeux de pouvoir que je trouve intéressant, puis je trouvais que ça correspondait à la réalité et peut-être même encore plus, je dirais, chez nos jeunes dans la trentaine là, qui ont entre autres, où il y a l'influence de la porno qui valorise beaucoup les rapports de domination, mais qui ont aussi des enjeux affectifs qui font que peut-être ils vont en fait les vivre aussi dans leur sexualité, parce que la sexualité, c'est le reflet de la relation, c'est rien d'autre que ça. Ouais, Mais ouais. c'était très beau. J'ai bien Ah aimé les oui? Ah passages bon, érotiques. Oui. bon, mais je suis contente d'avoir le OK de la sexologue. Il y en a qui ont été choqués. Ma mère l'a pas lu, alors je me dis, bon, ben, coudonc. Ça, c'est normal. Oui, c'est normal. Oui, non, mais ça va. Ma mère, je comprends, mais non, il y a des gens qui ont fait part de leur inconfort. Alors, je me dis, bon, mais c'est parce que ça parle aussi de nous, hein, quand il y a un inconfort, mais bon, je peux pas protéger tout le monde. Alors, j'y suis allée un peu au pif, mais il y a quand même des gens qui l'ont lu avant que ça soit publié, là, Oui. mais on se demande toujours ce genre de passage-là, comment ça passe. Ah non, moi, j'ai bien aimé. OK. Je me questionnais aussi sur le regard que vous portez sur l'étiquette
de la femme cougar, hein, parce qu'on a Ah, voulu à un moment donné mettre une étiquette sur ce phénomène-là qui peut être dérangeant. On parlait de la différence entre les hommes et les femmes. C'est beaucoup plus accepté chez les hommes qui vont aller vers des plus jeunes. Et donc, la femme cougar, pour ceux qui ne le sauraient pas, là, la femme vieillissante qui assume pleinement sa sexualité puis qui va fréquenter des jeunes hommes. Vous, Josée Blanchette, quel rapport vous entretenez avec cette étiquette-là? Qu'est-ce que vous en pensez? ben, évidemment, j'aime pas le mot. C'est un mot de prédation. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas envie de parler des femmes plus vieilles. Tu sais, est-ce que Brigitte Macron est une cougar? Vraiment? Poser la question, c'est y répondre. Euh, je pense qu'il y a des vraies histoires, d'abord, qui se passent. Puis même si c'est pas des vraies histoires, même si c'est une histoire d'un soir, pourquoi une cougar? C'est tellement... c'est pas un mot qui est beau, puis ça me rappelle dans le film tel que vous croyez avec Juliette Binoche, elle dit mais qu'est-ce qu'on dit pour un homme? Elle dit un homme. Alors, tu sais, j'ai beaucoup de difficultés avec ce terme-là parce que ça. D'ailleurs, dans mon livre, c'est pas Jeanne qui fait les premiers pas, c'est Romain qui va vers elle. Donc, est-ce que c'est une cougar? Non, elle se laisse un peu faire. D'ailleurs, elle est bien trop en peine d'amour, en peine de trahison pour entreprendre quoi que ce soit. Je dirais complètement désarçonnée au début du livre quand cette rencontre-là se passe. Tout à fait. Mm. Puis elle va faire la rencontre aussi, en tout cas, elle est en amitié avec d'autres jeunes hommes aussi qui ont beaucoup à offrir. Puis j'étais curieuse de vous entendre aussi sur... d'ailleurs, je trouvais ça très, très beau aussi, le portrait que vous dressez des milléniaux. Mhm. Ça m'a touchée, je les ai reconnus. Je Ils les sont aime. comme... Oui, ça Aime. paraît, Oui, ça ça paraît paraît. que je les aime, hein. Oui, Oui. je les aime. Ben, je les aime. C'est sûr que je les aime pas tous, là, mais en tout cas, ceux que je fréquente, je les aime beaucoup. Mhm. Puis je trouve qu'ils sont aux prises avec tellement de problèmes. Et, euh, et je sais pas, dans ma vie personnelle, je suis devenue un petit peu, pas une mentor, là, parce que sinon, c'est pas ça, mais disons que je trouve que j'aime ça les entendre, j'aime ça parler avec eux, j'aime ça partager. Ils n'ont pas les mêmes références, ils n'ont pas les mêmes inquiétudes. C'est authentique là, de voir que chez mes amis milléniaux, de se dire, ben finalement, avoir des enfants, je ne suis pas sûre. C'est des vraies questions, ça. Et les gens qui pensent que c'est quelque chose de complètement tordu, mais non, pas du tout. Là. Je veux dire, c'est ça demain. Là. Puis c'est pas juste chez... T'en as chez les plus jeunes même. Alors, je me dis, même, je veux dire, Génération Z aussi, là, pas juste les Mhm. milléniaux. Donc, Mhm. il se pose des vraies questions. Puis c'est sûr que dans mon roman, ben Romain, il peut retarder, en tout cas surseoir à ces questions existentielles-là dans les bras de jeunes. Il n'est pas obligé de décider s'il va faire des bébés, s'acheter un bungalow, puis déménager avec elle, parce que c'est une relation qui est tellement atypique, il y a 25 ans d'écart. Bon, on est forcé dans ce temps-là d'être un peu plus au jour le jour. Tout à fait. Oui. Ouais. Puis, je trouvais ça beau de voir par moments Jeanne, qui est dans la posture justement du mentor, qui a à transmettre, parce qu'évidemment, elle a tout un bagage. Mais il y avait le point de rencontre aussi dans ce que ces jeunes-là pouvaient lui apporter à elle. Puis, j'avais envie de vous poser la question, euh, comme, dans le fond, quelles sont les caractéristiques de ces jeunes-là qui peuvent faire d'eux de bons partenaires pour nous apprendre à nous, peut-être une nouvelle façon de voir l'amour, un amour qui peut faire du bien, un amour qui peut soigner. Qu'est-ce que eux ont à nous apporter, à nous, les plus vieilles, les plus vieux? Bien, je pense que d'abord, ils remettent beaucoup en question, pas tous, mais je trouve que il y en a plus d'entre eux qui remettent en question le modèle. On s'installe en couple, on fait des bébés, puis on est ensemble pour la vie. Ça, ils y croient moins. Peut-être qu'ils sont un peu dubitatifs. Il y a des enfants du divorce là-dedans aussi. Certains ont vu leurs parents rester ensemble avec plus ou moins de bonheur. Puis en même temps, je pense que le fait que les technologies se sont
mêlé de l'amour, ben, ça change un peu la donne. C'est sûr qu'ils ne sont pas à la même place. Tinder, c'est leur ami. Fait que, tu sais, quand ils n'ont rien à faire, ouvre ton Tinder puis on regarde ce qu'il y a dans le catalogue ce soir, tu sais. Puis ils n'ont pas apprivoisé l'ennui pour la plupart. Hein? Ils ne savent pas ce que c'est l'ennui. Ils sont terrorisés par 2 minutes de vide. Je veux dire, il y a toujours un jouet dans la main, tu sais. Il y a toujours quelque chose pour combler. Alors, ça, c'est des rapports au monde, c'est des rapports au temps, c'est des rapports à l'amour aussi qui sont en train de changer. Veux pas. Et il y a un millénial qui m'interviewait hier à la radio, puis il me disait « Oui, mais on a tendance à être dans le jetable. » Je pense qu'il a raison. Ça, ils en souffrent de ça. Parce qu'ils sont tous sur la sellette puis sur le siège éjectable et ils le savent. Et c'est peut-être ça qui est rassurant dans cette histoire-là pour Romain avec Jeanne, c'est qu'il peut-être qu'il se sent... T'sais, il est avec une femme qui a été 15 ans en couple, donc il sait qu'elle est capable de rester plus que 3 mois, là, si jamais il se livre à elle. Il y a ça aussi. Est-ce qu'il va finir par être autre chose qu'un amant? Puis pour elle, peut-être que ça peut offrir un bel espace de liberté aussi, ce non-engagement-là, le fait qu'on est dans quelque chose qui est visiblement éphémère, fort probablement éphémère, ça offre de la liberté. On ne sait pas si c'est éphémère. Le livre ne le dit pas. Il y a une fausse fin à la fin, puis c'est très ouvert. Comme je me suis laissé la possibilité d'écrire une suite. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il va y avoir une suite ou pas? Est-ce que leur histoire va perdurer ou pas? Je ne le sais pas. Le lecteur non plus. Mais je les laisse sur quelque chose de beau, puis pourquoi ces histoires-là sont éphémères ou pas? Puis est-ce que je pose la question dans le livre aussi, est-ce que c'est parce qu'un amour dure 15 ans qu'il est forcément plus valable qu'un amour qui dure 6 mois? Qu'est-ce qui fait le succès d'une relation amoureuse? Oui, c'est ça. Alors ça, non, je pense qu'il y a plein de questions qui sont soulevées là-dedans à ce sujet-là et qui méritent d'être posées parce qu'on valorise beaucoup la durée des amours dans notre société. Ah, ils sont ensemble depuis 30 ans. Donc, égale réussite. Mais peut-être qu'ils se font chier depuis 25 ans. Tu sais? Fait que c'est ça. Donc, pour moi, il n'y a plus pour Jeanne, il n'y a plus cette corrélation entre la durée et le succès. Pour elle, c'est fini, ça. Là. Elle est rentrée dans d'autres choses. Et je trouve que les milléniaux, pour revenir à la question initiale, c'est là qu'ils se permettent plus d'affaires. Oui, j'en connais qui sont dans le polyamour, les couples ouverts. Bon, ils essayent des affaires. Est-ce que c'est un succès? Je ne sais pas. Mais est-ce que le modèle conventionnel, couple, qui vivent ensemble et qui font des bébés, qui sont heureux jusqu'à la fin des temps, oui, ça peut réussir à certains, mais en tout cas, les chiffres montrent qu'un couple sur 2 se laisse, un couple marié sur 2. Pour les conjoints de fait, c'est encore plus. Donc, tu sais, moi, je dis toujours aux milléniaux, en tout cas, si tu fais des bébés, fais-le avec une fille avec qui tu vas bien t'entendre séparer. Puis je pense qu'ils m'écoutent. Quand je dis ça, là, ils sont comme « OK ». Oui, parce que, non, mais c'est vrai, c'est comme la barre. C'est la réalité, absolument. Oui, c'est la réalité. Trouve une fille vraiment là, en qui tu peux avoir confiance, même séparée. Tu sais, puis essayer de faire ça bien. Parce que je trouve que quand tu as des enfants, tu as une responsabilité de réussir ta séparation. Et malheureusement, il faut se le dire, tu ne peux plus entrer en couple maintenant pour faire semblant que ça n'existe pas. Ça se peut pas, là. Donc, c'est peut-être le seul conseil que je me permets de donner. Pour le reste, j'en sais rien. Il est excellent. Je l'adopte. Oui, adoptez-le, c'est bon. Là, je me disais, Josée Blanchette, vous avez passé votre vie à écrire ou à peu près. Est-ce que l'écriture d'un roman a posé des défis particuliers ou pas? Pas tant. En fait, je pense que dans ma vie, si on m'avait dit que j'écrirais un livre sur la prévention du cancer, un essai, j'aurais dit, ben voyons donc, jamais de la vie, impossible. Et si on m'avait dit que j'écrirais un livre qui s'intitule « Mon jeune amant français », j'aurais dit, ben là,
Ça sort d'où, ça? Alors, je pense qu'on ne sait jamais le genre de livre qu'on va écrire. Là, ça s'impose. À un moment donné, moi, je suis une fille qui marche par idée. Je veux dire, chaque semaine, j'ai des idées de texte dans le devoir. J'ai une page. J'ai des idées qui me viennent partout. J'ai un flash. J'ai une histoire qui m'est racontée. Ça part. Et là, mon imaginaire embarque. Et puis, dans le cas du jeune amant français, ça a été plein d'histoires mises bout à bout. Puis vraiment, c'était comme un désir aussi d'explorer la veine plus romanesque que j'avais jamais senti le besoin, mais là, j'avais le temps. J'ai pris un été off. Je me suis offert un été tranquille. Et pour le commencer, parce qu'évidemment, je ne l'ai pas fini en un été. Mais Je me disais. non, je l'ai commencé, mais j'ai vraiment donné un coup. Tu sais, c'est parce qu'il faut que tu donnes un coup. Oui. Un livre, tu sais, c'est ça. L'écrire juste par petits bouts, donc, il faut vraiment que tu fasses tu sais, que tu donnes un gros coup au début. Après, bon, c'est plus facile à travers le travail, tout ça, parce que je continue à travailler. Donc, je trouve que, je sais pas, je trouvais qu'il y avait un momentum aussi. Les femmes autour de moi, je trouve qu'en ce moment, les femmes prennent la parole, les femmes de toute obédience. Il y a vraiment toutes sortes de mouvements en ce moment. Puis on ne peut pas dire qu'on est une minorité, là. Non. Hein? Bon. Fait que c'est pas. Mais les femmes dans la cinquantaine, je trouve qu'il y a quelque chose là en ce moment qui est en train d'apparaître et qui est très intéressant. Tout à fait. Puis Ouais. là, il y a des gens qui l'ont lu. Il est sorti en septembre, le bouquin. Hein? Ouais, Donc, ouais. vous avez eu des retours. Et puis, Ouais. je me demandais, qu'est-ce qui vous a fait le plus plaisir d'entendre au sujet de votre roman? À vous personnellement, qu'est-ce qui vous a fait plaisir? Ben, ça me fait toujours plaisir. Je veux dire, tout me fait plaisir. Dès qu'on a un feedback sur un de nos livres, c'est sûr que ça fait plaisir. Celui-là, ben oui, c'est mon premier roman, donc je suis un petit peu... Puis je suis très humble là, dans tout ça. Là, même si ça fait plus que 30 ans que j'écris, c'est mon premier roman, puis j'essaye quelque chose. Mais ça me fait plaisir de voir que les gens ont l'air sincèrement touchés, qu'ils ont aimé la folie dans ce livre-là, le vent de liberté. C'est comme si je leur donnais la liberté à eux-mêmes. Qu'une femme de 75 ans m'écrive « Mon Dieu, ma vie n'est pas finie grâce à vous », ben wow, tu sais. Puis que des gars me disent « Ah, Josée, je me sens tellement plus libre, là. C'est comme si tu m'avais enlevé un poids ses épaules. » Parce que je juge pas, tu sais. Mon personnage, bon, c'est ça qui est blessé, mais je la juge pas dans son parcours. Je la laisse aller. De toute façon, c'était elle qui parlait. Je sais que ça fait cliché de dire ça, que ton personnage parle, mais moi, je la laissais aller, là. C'était vraiment... J'avais hâte d'écrire. J'étais vraiment... moi, je pense qu'il n'y a pas de création si on n'est pas obsédé, hein? Et j'étais obsédée. Alors, il faut être obsédé. Sans ça, tu ne te rends pas à terme. C'est trop compliqué, c'est trop long, puis ça ne paye pas. Fait que c'est toutes les bonnes raisons pour lâcher. Donc, oui, j'étais très... j'ai fait les corrections pendant le confinement, puis bon, en tout cas. Mais bref, ça m'a vraiment prise, ce livre-là, les personnages, tout ça, puis je suis contente de l'avoir fait. Et je trouve que c'est un polaroïde aussi d'une époque où je trouve que les générations ne se mêlent pas beaucoup. Au Québec, on ne mêle pas beaucoup les générations. Et là, ça se mêle un petit peu. Puis ça, je l'ai vu au swing. En allant danser le swing, c'est là que j'ai eu mon premier flash. Et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant, ça, de voir les jeunes. Puis c'est plein de jeunes qui dansent le swing en vingtaine, trentaine. Puis bon, il y avait, il y a quelques vieux, entre guillemets, mais donc, je me disais, ah tiens, voilà un lieu intéressant. Je l'ai vu il y a longtemps dans le tango, ça aussi, le mélange des générations. Puis j'ai toujours trouvé ça intéressant. Mélange des cultures. Dans mon livre, il y a un mélange de cultures parce qu'ils sont français, mais elle n'est pas française, elle est québécoise. Mélange des cultures, mélange des générations et évidemment, le fossé homme-femme, si fossé il y a. Ouais. Ouais. Puis, en terminant, je me demandais là, si vous aviez à donner un conseil justement à nos femmes dans la cinquantaine qui vivent peut-être en ce moment une période difficile, trahison, rupture, dans un contexte de pandémie, qui surajoute à la difficulté. Ouais. Qu'est-ce que Josée Blanchette leur dirait pour les aider?
à Ben, dans un trouver, contexte de pandémie, c'est assez difficile. J'aide une amie en rupture en ce moment, puis c'est sûr que Jeanne, elle s'est fait prescrire par une amie psychiatre sexe, bulle et sérotonine. Alors, elle se met Ouais. au jogging, elle se met à la main en français, puis elle boit bien du champagne rosé. Bon. En temps de pandémie, il reste le jogging, il reste les bulles. Puis moi, je me dis, la technologie, tu sais, Oui, on n'est pas. Non, mais c'est vrai, tu peux oui. faire des rencontres Tinder sans se rencontrer. Mhm. Tu peux aller sur rencontres sportives puis aller faire du vélo avec quelqu'un à 2 mètres. Tu peux, parce que c'est un site de Oui. rencontres sportives. Tu peux faire des rencontres dehors. Tu n'es pas obligé de coucher ensemble tout de suite puis d'échanger des fluides là, qui sont contre la santé publique. Tu peux faire des affaires qui sont quand même... Non, mais ça fait du bien quand même à l'âme. Puis se draguer, merde. On peut se draguer pendant quelques mois même. Tu sais, on peut passer l'hiver à se draguer, à s'écrire. Pourquoi pas? C'est excitant, même si ça aboutit à strictement rien. Ça aide à passer la COVID. Alors moi, je me mettrais à l'amour épistolaire comme à l'époque. On retourne au 19e siècle. C'est plutôt que d'être l'amour au temps du choléra, c'est l'amour au temps du COVID. Ben pourquoi pas? Oui. Puis tu peux Oui. t'écrire, puis c'est souvent le meilleur moment de l'amour. Mm. Puis je pense aussi un conseil, c'est que de passer par-dessus les fautes d'orthographe. Moi, je me suis rendu compte des milléniaux, ils en font plein de fautes d'orthographe. Puis si je m'étais arrêtée à ça, je me serais... Ben, pas tous, hein. On s'entend, j'ai des amis milléniaux qui en font aucune. Mais il y en a qui en font. Puis ne pas s'arrêter à ça. Parce que, tu sais, des fois, quand tu es un peu plus littéraire ou d'une autre génération, tu vas dire, oh, ben là, il ne s'est pas accordé ses participes passés. On s'en fout. On Qu'est-ce s'en qu'il fout. me dit, là? C'est ça, C'est mettre son ça. attention sur ce qu'il dit. C'est quoi l'intention, tu sais? Oui. Parce que moi, je suis déjà tombée pour des hommes qui savaient parfaitement accorder leurs participes passés. Et puis, au final, c'était vraiment des personnes médiocres. Alors, ne pas... Non, mais ne pas s'arrêter à ça. Josée Blanchette, ça a été un Oui, pur plaisir d'échanger oui, avec vous. Avant de se quitter, on oui. a une Ah, c'est vrai, il y a une oui, surprise. sur votre téléphone qu'on vous a Oui. transmis. Je vais sortir ça, là. Tiens. Bon, c'est vrai, j'avais oublié la surprise. Oh, vous êtes donc fin! José, c'est Alexandre. Je suis à Bordeaux. Qu'est-ce qui t'a pris d'aller chercher un jeune amant français, alors qu'il y a tout ce qu'il faut au Québec? Mais quelle folie! Quelle folie! Alors que c'est au Québec que se trouve la source des rêves, la source de la fantaisie, la source de la vérité. Tu as commis une erreur, Dieu merci. Ça fait un livre formidable. Je t'embrasse. Oh, c'est tellement fin! Oh, Alexandre Jardin qui m'envoie un petit mot. Non, mais c'est vraiment... Vous êtes adorable, Rimouski, ça se peut pas. Ça fait plaisir. J'aime. Vraiment, ça me touche au cœur, là. Ah, Alexandre a été mon parrain d'écriture pour ce livre-là et c'est grâce à lui si j'ai plongé. Et vraiment, s'il n'avait pas cru en moi, il n'y aurait pas de jeune amant français. Fait que c'est ça. Merci, Alexandre Jardin. Ben, en tout cas, vraiment, non, c'est Alexandre qui m'a dit tu vas écrire et je veux un manuscrit. Puis il m'a donné un deadline parce que les journalistes, on fonctionne juste avec des dates de tombée. Alors, il a compris ça de moi. Il m'a donné une date, puis ça a fini là. Alors, c'est grâce à lui, ça a été mon coach. Je ne l'ai pas achalé tant que ça, là, mais ça a été mon coach, disons, mon père fouettard. Ouais. Super. Oh, Ça quelle valait belle le coup. surprise! Ça valait la peine d'attendre. Merci. Ça fait plaisir. Bonne suite. Josée Merci Blanchette. beaucoup, Marie-Christine. Au plaisir. Plaisir. Au revoir. Bye bye.